deux adjectifs s'appliquent à merveille au puma, redoutable et précis. On comprend pourquoi les fermiers et les éleveurs l'ont exterminé dans la plus grande partie de l'Amérique du Nord. Mais aujourd'hui, le puma fait un retour en force, même si la lutte qu'il mène pour survivre n'est pas encore terminée. Biologiste et spécialiste des animaux sauvages, Howard Quigley connaît cet animal mieux que personne. Et dans le parc national de Yellowstone, il fait tout son possible pour que ce grand félin ne soit plus jamais menacé de disparition. Situé au cœur des Rocheuses du Wyoming, le parc national de Yellowstone est tout simplement une merveille de la nature. Des centaines de geysers, des milliers de sources chaudes. Les pionniers de la conquête de l'Ouest sont restés médusés devant cet imposant paysage. Tellement impressionnant qu'en 1872, sur décision du Congrès, le Yellowstone est devenu le premier parc national du monde, fier de posséder une faune sauvage sans égale. Cet équivalent américain du parc de Serengeti abrite tous les ongulés dont peut rêver un carnivore. Orignaux, élans, cerfs, mouflons d'Amérique, antilopes d'Amérique et bisons. Postés à distance respectueuse et se léchant d'avance les babines, tous les prédateurs qui ont renoncé au végétarisme les observent en attendant le moment propice. Tandis qu'au-dessus d'eux, les oiseaux de proie s'élèvent dans les airs. Mais la situation n'a pas toujours été aussi idyllique. Au début du siècle dernier, les carnivores du parc de Yellowstone étaient considérés comme des prédateurs indésirables. Pour protéger les cerfs et les élans, les chasseurs de primes payés par le gouvernement ont traqué et tué sans pitié les pumas et les loups. En 1930, on n'entendait plus aucun loup hurler à travers ce splendide parc, et le cougar avait lui aussi disparu. Mais aujourd'hui, le puma, également appelé cougar en Amérique du Nord, a retrouvé ses lettres de noblesse. Et dans le parc de Yellowstone, il bénéficie en outre d'une protection imposée par la loi. Superbe revanche de la nature. Président de l'Institut Hornecker pour la nature dans le Montana, Howard Quigley a effectué plusieurs études de terrain sur le puma d'Amérique du Nord. Ce n'est pas moi qui ai choisi le puma, c'est lui qui m'a choisi. J'ai étudié les animaux et quand j'ai découvert ce mystérieux cougar, je suis tombé sous le charme et j'ai eu envie d'essayer de résoudre les questions qui entourent son existence. En 25 ou 30 ans de carrière, j'ai étudié plusieurs espèces d'animaux sauvages, mais c'est du puma que je me sens le plus proche. Le puma est unique parmi les grands carnivores. C'est le mammifère terrestre le plus répandu de l'ouest du continent américain. On le trouve partout, depuis le nord de la Colombie-Britannique jusqu'en Patagonie. Ce qui est très frustrant quand on étudie un animal comme le puma, c'est qu'il se montre rarement. Mais c'est aussi ce qui en fait le charme. Quand on finit par en voir un dans la nature, on est tellement ébloui qu'on garde ce souvenir toute sa vie. De son nom latin Felis concolor, le chat d'une seule couleur, le puma est également appelé cougar, lion des montagnes ou panthère. Dans l'ouest de l'Amérique, on lui donne également le nom peut-être plus approprié de fantôme des Rocheuses, car il est celui que l'on ne voit jamais. J'ai commencé à travailler sur les pumas il y a un peu plus de 20 ans. J'ai participé à une dizaine d'études sur son mode de vie dans les régions qui s'étendent de l'Amérique centrale à l'ouest de l'Amérique du Nord. Nous avons aussi fait 10 ans de recherche sur son mode de vie dans le sud-ouest des États-Unis, au Nouveau-Mexique. Il ressort de ces différentes études que si les pumas peuvent vivre dans un environnement relativement tranquille, ils ont en eux toutes les ressources nécessaires pour établir et contrôler leur propre population.
On peut mesurer la force du puma à son incroyable faculté de s'adapter aux milieux les plus divers. Il peut aussi bien vivre dans la végétation luxuriante des forêts tropicales qui longent la côte que dans les marais des Everglades, sous le soleil de plomb des déserts du sud-ouest ou en haute montagne. Et la couleur de son pelage n'est pas le moindre de ses atouts pour s'adapter et survivre. Si on observe les 38 espèces de félins qui existent, on trouve une grande similarité dans leur forme et leur comportement. Ils essayent tous d'être rapides, forts et de se fondre dans leur environnement. Les tigres du Népal ont des rayures pour se fondre dans les hautes herbes. Les jaguars d'Amérique du Sud sont tachetés pour disparaître dans la forêt tropicale. Et les pumas ont un pelage couleur de sable. Tous se dissimulent, disparaissent pratiquement dans le paysage. Est-ce qu'on l'a déjà vu dans ce secteur avec son groupe? En compagnie d'une autre biologiste, Tony Ruth, Howard Quigley mène une étude sur les rapports qu'entretiennent les pumas et les autres carnivores du parc. Ils estiment que 14 à 16 pumas vivent dans cet écosystème. Aujourd'hui, ils essaient de localiser la femelle numéro 107 et ses 4 petits qui comptent parmi les pumas qu'ils étudient. Grâce à la radiotélémétrie, ils peuvent suivre les pumas sur plusieurs années et dresser ainsi un tableau très précis des faits et gestes de chaque animal. Je n'arrive pas à la localiser. Non? Non, il faut changer d'endroit. Les déplacements perpétuels qu'effectuent les pumas à travers leur territoire pour chasser les maintiennent en excellentes conditions physiques. Une femelle adulte pèse en moyenne 30 à 45 kg, tandis qu'un mâle fait un poids de 80 kg et mesure au moins 2 mètres, depuis le museau jusqu'au bout de la queue. Célibataires endurcis, les mâles préfèrent vivre en solitaire. Ils chassent de leur domaine tous les autres mâles, mais ne voient aucun inconvénient à ce que le territoire d'une femelle déborde sur le leur. Les pumas marquent leur territoire par des signes olfactifs. Ils le marquent de leur odeur. Un mâle adulte parcourt son territoire plusieurs fois par mois et dépose ses excréments et urines dans certains endroits qui sont pratiquement toujours les mêmes. Ces marques olfactives sont le plus souvent associées à des traces de griffes laissées dans le sol. Ils grattent le sol, puis urinent ou défèquent à côté de ces traces. Ça pourrait bien être une trace de son passage. Elle est toute fraîche. Oui, elle date peut-être de la nuit dernière. L'objectif de l'étude que nous menons ici sur le puma est de voir comment fonctionne l'écosystème. L'écosystème que nous avons ici a retrouvé son état naturel. Nous avons des pumas alors qu'il n'y en avait plus il y a 60 ans. Nous avons des loups alors qu'il n'y en avait plus il y a 10 ans. Le milieu dans lequel vivent les pumas a donc complètement changé. Il y a quelques années, ils n'avaient pratiquement pas de rivaux en dehors des hommes. Mais aujourd'hui, la situation a bien changé. Au cours de leur chasse quotidienne, les pumas effectuent de grands déplacements. Pour les localiser dans les endroits les plus reculés du parc, l'emploi d'un petit avion rend la tâche plus facile. Il faudrait surtout que tu essayes de repérer les femelles 105 et 106. Ça nous permettrait de savoir si elles ont réussi à prendre une proie. D'accord, je vais faire de mon mieux. Bien entendu, nous essayons de suivre les pumas dans le moindre de leurs déplacements. Mais il est très difficile de tenir leur rythme quotidien. C'est pour cela que nous utilisons la radiotélémétrie et que nous survolons le parc avec un avion équipé d'antennes. À bord de l'avion, nous pouvons localiser pratiquement tous les animaux dont nous avons besoin pour nos recherches. L'un des buts des recherches d'Howard Quigley est de savoir quand et à quelle fréquence les pumas se reproduisent. Les mâles apprennent que les femelles sont en chaleur par l'odeur de l'urine qu'elles laissent sur les marques qu'elles font au sol. Ils savent ainsi quand elles sont le plus susceptibles d'être réceptives à leurs avances. Mais l'accouplement n'est pas seulement l'affaire du mâle. Pour attirer le prétendant qui la suit, la femelle pousse des cris stridents, pourtant bien peu engageants. 3 jours durant, le mâle lui fait une cour assidue, tournant sans cesse autour d'elle jusqu'à ce qu'elle accepte l'accouplement.
Et en digne représentant de la gent féline, le mâle fait preuve d'une ardeur incontestable. Il suffit de savoir qu'il s'accouple environ 40 fois par jour pendant 5 jours de suite pour ne pas en douter. Une fois sa mission de géniteur accomplie, le mâle regagne son territoire et reprend ses expéditions de chasse quotidiennes jusqu'à la prochaine période d'accouplement. Après 90 jours environ de gestation, les petits commencent à apparaître généralement au milieu de l'été. Petites boules de poils sans défense, ils ont encore les yeux fermés et ne pèsent pas plus de 500 grammes. La femelle allaite les nouveau-nés pendant 4 à 6 semaines, puis les transporte dans différents endroits pour qu'ils puissent l'observer en train de chasser des proies. Nous avons déjà vu des femelles emmener des petits de 3 ou 4 mois à la chasse. Ils découvrent ainsi le goût de la viande et commencent peut-être même à jouer avec des petites proies que leur mère capture pour eux, pour qu'ils apprennent les gestes de la chasse dont ils auront besoin. Ils apprennent à chasser et acquièrent l'adresse nécessaire pour fondre sur les proies sans se faire remarquer. Ils s'exercent aussi à tuer le plus rapidement possible des animaux qui font souvent plusieurs fois leur taille. En un mot, ils apprennent à survivre. Après avoir passé environ 1 an et demi sous la protection de leur mère, les jeunes pumas quittent le nid et partent tout seuls à l'aventure dans le parc, où ils découvrent rapidement que la vie est semée d'embûches. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Ce curieux animal ne ressemble à aucun de ceux qu'il a déjà rencontrés. Son odeur épouvantable ne présage rien de bon. Et prudence étant mère de sûreté, mieux vaut battre en retraite. Les jeunes pumas errent sur le territoire de leur espèce jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un endroit qui leur convienne, et une fois qu'ils se sont assurés qu'il est libre, ils en font leur domaine. 949, Quigley, je te reçois. Nous avons localisé la femelle 106 en contrebas des chutes d'Osprey. Message reçu, Tony. Je prends la direction des chutes pour essayer de trouver la femelle et voir si elle a tué une proie. 949, Quigley, terminé. Contrairement aux loups qui chassent en meute lorsqu'ils s'attaquent à de grandes proies comme les élans, les cougars préfèrent chasser seuls et se nourrissent rarement de charognes. Ces remarquables chasseurs sont les carnivores les plus habiles d'Amérique du Nord. Les pumas peuvent traquer leur proie pendant des heures. Ils attendent le moment idéal pour se jeter sur elle, très rapidement, en 2 ou 3 bonds, pour la capturer, l'immobiliser, en sautant éventuellement sur son dos, et la mettre le plus vite possible à terre. Si les proies sont petites, comme des daims ou de jeunes élans, ils les terrassent parfois d'un coup de dent dans la nuque pour briser une vertèbre. Si les animaux sont plus grands, ils les immobilisent d'abord à terre, puis leur mordent la nuque pour les tuer. Dans un cas comme dans l'autre, les animaux sont tués très rapidement. Ils ont aussi l'habitude de recouvrir leur proie de terre. Il y a beaucoup d'animaux qui profitent de la chasse des pumas. Quand un puma vient de tuer une proie, les charognards arrivent pratiquement tout de suite. Nous essayons de comprendre pourquoi les pumas restent dans tel ou tel secteur. Quand nous savons qu'un groupe fréquente un endroit depuis un certain temps, nous nous rendons sur place pour repérer les lieux. Et nous revenons dès que les pumas sont partis pour essayer de trouver ce qui les retient dans cet endroit. On dirait qu'ils sont partis. Oui, ils ont dévoré leur proie, ils sont partis. Ça en a tout l'air. Une fois sur place, on passe l'endroit au peigne fin comme si c'était le lieu d'un crime pour recueillir toutes les informations possibles. Grâce à ces informations, nous pourrons savoir si les cougars choisissent leur proie en fonction de leur sexe, s'ils chassent de préférence des mâles ou des femelles, ou s'ils les sélectionnent en fonction de leur âge, par exemple. Et ensuite, on pourra comparer leur mode de chasse avec celui des loups. Au bout du compte, on espère obtenir des données suffisamment précises pour savoir comment les cougars et les loups vivent sur les mêmes ressources. Les causes de mort des pumas sont nombreuses.
Ils peuvent mourir de faim, être tués par un autre mâle intéressé par le même territoire ou par un prédateur rival. Mais dans les endroits où ils ne sont pas protégés, la plupart du temps, ils trouvent une mort brutale et sans raison sous les balles des soi-disant amateurs de sport. Si les pumas du Yellowstone n'ont pas à craindre les chasseurs, ils ont d'autres soucis. D'autres animaux venus du Canada ont rejoint le parc et le problème est qu'ils chassent exactement le même gibier. L'hiver est très précoce dans le parc de Yellowstone et pour les troupeaux d'élands et de cerfs, c'est le moment de descendre dans les vallées pour se rassembler dans leur zone d'hivernage et donner involontairement aux pumas et aux loups une occasion rêvée pour chasser. Pour rétablir l'équilibre que l'écosystème du Yellowstone connaissait il y a un siècle, des loups du Canada ont été introduits dans le parc en 1995. Les pumas, eux, y avaient déjà fait leur retour par leurs propres moyens quelques dizaines d'années plus tôt. Quand nous avons passé la faune du parc en revue à la fin des années 80, nous avons constaté qu'il y avait une forte population de pumas dans le nord du Yellowstone. Dans le cadre de l'action que nous menons pour rétablir l'écosystème naturel d'Amérique du Nord, nous avons réintroduit des loups au Yellowstone. Ils nous permettent d'observer la compétition entre deux carnivores comme cela n'a probablement jamais été fait ailleurs que dans le parc africain du Serengeti. Nous pensons que les loups vont forcer les pumas à s'installer sur d'autres territoires et que l'habitat des animaux qu'ils chassent va aussi changer. Tout l'écosystème va donc subir des transformations. Mais la conséquence la plus importante est celle qu'ils vont avoir directement sur les pumas. Nous n'en mesurons pas encore toute l'ampleur, mais nous savons que les loups vont voler aux pumas les proies qu'ils ont tuées. Nous avons déjà enregistré la disparition de toute une portée de petits pumas en hiver. Leur mère venait de tuer une proie. Des loups sont arrivés pour s'en emparer et ils ont tué les 4 petits. Howard Quigley et Tony Ruth profitent des mois d'hiver et du début du printemps pour capturer les pumas et leur poser des colliers. La femelle 107 a perdu ses petits tués par une meute de loups au début de l'hiver et ils viennent de la repérer en compagnie d'un nouveau mâle. Pour les 2 chercheurs, c'est une occasion idéale pour le capturer et lui poser un collier émetteur. Je reçois un signal très net de la femelle 107. Oui, je crois que c'est elle qu'on aperçoit là-bas. Elle a dû passer par cette ravine pour monter directement dans la montagne. Les 2 chiens sont prêts. Pour capturer un cougar, les chercheurs ont recours à des chiens de chasse qui le suivent d'abord à l'odeur, puis une fois qu'ils l'ont repéré, le poursuivent jusqu'à ce qu'il se réfugie dans un arbre. Comme tout chat qui se respecte, le puma a une peur viscérale des chiens. Une fois le cougar perché dans un arbre, les chiens sont éloignés pour pouvoir endormir le félin et le descendre de l'arbre en toute sécurité. L'équipe doit agir vite pour recueillir ces informations car le puma n'est endormi que pour une petite demi-heure. Nous venons de capturer ici un puma que nous jugeons essentiel pour nos recherches. Un jeune mâle qui, je l'espère, a de nombreuses années devant lui. La capture proprement dite n'est qu'une phase accessoire de notre travail, mais compte tenu de la nature des pumas, du fait qu'ils sont si fuyants, il est indispensable de les capturer pour leur poser un émetteur radio et savoir précisément où ils vont, ce qu'ils font, ce qu'ils mangent. Tous ces renseignements qui vont nous permettre de connaître son mode de vie dans le parc de Yellowstone. Mais en tant que scientifiques, nous sommes non seulement responsables de la vie de cet animal, nous devons non seulement tout faire pour le protéger, mais aussi obtenir le maximum d'informations pour aider son espèce, et pendant qu'il est endormi, nous lui faisons aussi différents examens. Voilà, maintenant il repart dans la nature. Dans les années à venir, nous allons savoir avec quelle femelle il s'accouple, combien de petits il va engendrer, ce qu'il mange, où il préfère vivre dans cet environnement,
Et comment il réussit à surmonter les épreuves de la nature, y compris les loups. C'est vraiment un magnifique mâle, il est splendide. Oui, c'est vrai. La journée a été bien remplie. Mais attention, puma numéro 139, Howard ne va pas te quitter d'une semelle. Éleveurs, randonneurs et campeurs continuent de considérer le puma comme une menace pour leur profession ou leur mode de vie. Et en dehors des sites protégés comme le parc de Yellowstone, les pumas sont toujours pourchassés. Depuis 30 ans, nous menons des campagnes d'information pour sensibiliser le grand public à la protection des pumas. À l'heure actuelle, dans certaines parties des États-Unis, comme au Texas par exemple, on continue d'abattre les pumas qui sont considérés comme des animaux nuisibles. À l'inverse, en Californie par exemple, les pumas sont protégés par la loi. Mais en Colombie-Britannique, comme dans la plupart de l'ouest des États-Unis, ils sont traités comme des gibiers de chasse. Du fait que ce sont des prédateurs, les pumas ont toujours été l'objet de peurs sans fondement. On a ainsi longtemps cru qu'ils tuaient tous les animaux croisant leur chemin et constituaient donc une menace pour le gros gibier. Or, les études ont montré que s'ils tuent pour se nourrir, leurs proies sont essentiellement des animaux jeunes ou âgés, c'est-à-dire rarement en âge de se reproduire. Les cougars et les hommes peuvent cohabiter sans aucun problème. On peut très bien avoir un cougar tout à côté de chez soi sans remarquer sa présence. Il ne se comporte pas de la même façon que les grizzlies ou les loups, par exemple. Les autorités doivent informer le public pour que personne ne soit surpris de découvrir qu'un puma vit derrière sa maison, ou d'en croiser un en faisant une randonnée ou en observant des oiseaux dans la nature. Les pumas peuvent nous servir d'indicateurs des changements que nous imposons à un écosystème, mais aussi des transformations naturelles que subit l'écosystème de l'ouest de l'Amérique du Nord. Ils sont au sommet de la pyramide que forme la faune de cet écosystème. En suivant les petits changements qui se produisent dans cette population de pumas, nous savons que les populations non protégées connaissent des modifications plus importantes. Les études que nous faisons ici sur les pumas vont non seulement nous permettre de savoir comment les loups et les pumas cohabitent, mais elles vont aussi nous donner des éléments de prévision. Avec tous les représentants de la famille des carnivores locaux de nouveau réunis ici, grizzly, ours noirs, loups et pumas, le parc de Yellowstone va nous donner une image de ce que l'écosystème de l'ouest de l'Amérique du Nord sera dans une centaine d'années. L'objectif essentiel est de maintenir les pumas dans les fonctions qu'ils remplissent au sein de cet écosystème. Toute forme de vie a sa place sur cette planète. Perdre les pumas serait aussi perdre une partie de nous-mêmes, et nous devons tout faire pour empêcher cela. Pour le moment au moins, la situation semble prometteuse. Le puma a montré qu'avec des mesures de protection, il peut revenir en force dans la nature. Et avec la passion qui l'anime, Howard Quigley continue de faire tout son possible pour que tout le monde sache combien ce splendide félin est important dans notre monde.